Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous revenons en ce début d'année 2024 sur le conflit israélo-palestinien qui a, depuis le 7 octobre 2023, pris un tournant dramatique. L'armée israélienne a détruit le territoire de Gaza sous un déluge de bombes. Les victimes augmentent par centaines chaque jour. Netanyahou s'obstine dans la guerre malgré les pressions de l'ONU pour sauver son poste. La situation des Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, est dramatique. Et pourtant, le 24 septembre 2023, avant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, le journal suisse Le Temps titrait ceci. Elias Sambar. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire que le peuple palestinien n'existe pas. Alors il ne s'agissait pas encore de la guerre, mais de la culture. Elias Sambar est un écrivain et diplomate palestinien. Il a été le fondateur et l'animateur de la Revue d'études palestiniennes. Il a été aussi un négociateur pour parler de paix israélo-palestinienne à Oslo. Et il a été aussi l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO de 2005 à 2021. Et c'est lui qui est à l'initiative de la collection du futur Musée national d'art moderne et contemporain de Palestine, que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'Institut du monde arabe le 28 décembre 2023. Beaucoup de visiteurs se pressaient pour voir cette exposition, qui avait pour titre « Ce que la Palestine apporte au monde ». Alors je me suis interrogé, est-ce à cause de l'actualité guerrière du conflit israélo-palestinien depuis 3 mois, ou à cause de l'intérêt que le public accorde à la cause palestinienne? Quelle est la raison pour laquelle l'exposition a été prolongée à 2 reprises et encore jusqu'au 31 décembre 2023? Elias Sambar est le commissaire de cette exposition. Il déclare dans sa présentation: la seule chose que nous pouvons emporter en exil, c'est la culture. Et il revient sur l'importance de la préservation de cette culture palestinienne, malgré l'exil et les bombardements, sur les territoires palestiniens.
Interrogé sur France Inter en 2023, écoutons ce que nous dit Elias Sambar. Dans l'histoire des conflits tout autour du monde, il y en a eu plusieurs des musées en exil. Il y a eu un musée chilien en exil. Il y a eu un musée d'Afrique du Sud en exil. Il y a eu un musée de Sarajevo en exil. Il y a donc un musée de la Palestine en exil. Effectivement, c'est notre lignage extrêmement honorable et c'est un projet qui est pour nous extrêmement émouvant. Il faut le dire, mais c'est surtout un projet qui dit que souvent les ambitions, les paris qui apparaissent comme relevant d'une forme de rêverie sympathique, mais une rêverie, sont ceux qui aboutissent. Le musée du Chili, le musée Salvador Allende, n'a abouti que grâce à la solidarité des artistes, puisque vous savez, ces musées sont basés sur un principe, tout artiste solidaire d'une cause. Là-bas, c'était contre la dictature, en Afrique du Sud, contre l'apartheid, en Palestine, contre l'occupation. Ces musées, donc, apparaissent toujours au début parce qu'ils sont lancés au moment où la dictature est omniprésente, au moment où Mandela est en prison et nous sommes toujours sous occupation. Et tout le monde s'est dit, plus que jamais, vous êtes très très sympathique, mais bon, eh bien, ils aboutissent. Et je dois... Donc des artistes donnent. Exactement. Donnent des œuvres. Exactement. Vous les collectez. Et ensuite, il faut un musée qui vous accueille. Vous, le musée imaginaire, vous, le musée qui n'êtes pas implanté sur votre terre. Et là, je dois dire une chose qui est fondamentale. Dans chaque cas, il y a eu des miracles d'hospitalité. Le musée palestinien n'aurait pas existé sans l'accueil de Jacques Lang. Jacques Lang nous a accueillis, l'Institut du monde arabe à Paris. Absolument, nous a accueillis, mais de façon formidable. C'est là que les collections sont entreposées. Nous sommes à plus de 420 pièces. Depuis que nous avons lancé le projet de cette exposition, j'ai 28 nouvelles donations qui viennent d'arriver. Ça n'arrête pas. Et vraiment, il y a eu un accueil fantastique et qui s'est prolongé après, avec cette idée de faire cette exposition. Alors, ce que la Palestine apporte au monde. Ce n'est pas une exposition, c'est 4 expositions. Et une très grosse revue, presque un livre, qui est publié en coédition avec les éditions du Seuil. 4 expositions. On dit tous les jours, on dit tous les jours ce qu'on enlève à la Palestine, ce que la Palestine endure, ce qui fait souffrir la Palestine, ce qu'on lui retire de son territoire et de sa vivacité. Et là, vous dites l'inverse. C'est une sorte de renversement. Ce que la Palestine apporte au monde. Vous savez, nous ne sommes pas dans le « ou », mais dans le « et », dans le « et ». Tout ce que vous dites est la réalité, hélas, mais nous abordons un autre aspect, et qui est fondamental, que nous n'avons pas toujours eu l'occasion de montrer. Il faut à tout prix que les gens sachent que, parallèlement à ce conflit qui noie tout, qui couvre tout, qui désespère, il y a une obsession culturelle palestinienne qui n'a jamais arrêté de se manifester. Elle ne date pas du drame de 48. Elle commence bien avant. C'est un des attributs de la Terre Sainte dont nous sommes les enfants. Et je dis les enfants, quelles que soient nos religions, ou même mais quand nous n'avons pas de religion. C'est notre lieu, nous sommes les enfants de cette terre qui est très particulière, qui a toujours été plurielle et qui a toujours été avide de connaissances. Un petit mot justement, parce que dans cette revue, vous écrivez un long texte sur l'identité palestinienne, et précisément, vous expliquez très bien en quoi la Palestine est une terre de connaissances et de savoir, une terre de culture depuis le 19e siècle. Et vous savez, nous n'avons pas de trésor au sens matériel. Nous n'avons pas de sous-sol pétrolier. Nous n'avons pas d'agriculture gigantesque. Notre démographie est minime. En 1948, quand le pays est englouti, nous sommes 1 400 000 personnes. Et pourtant, il y a une résonance planétaire. Parce qu'il y a l'histoire de ces missions étrangères. Entre autres, les missions étrangères ont développé le plurilinguisme. Voilà. Parce que vous savez, chaque fois que des curés arrivaient ou des religieuses, ils fondaient une école, mais dans leur langue. C'est comme ça que vous avez des Palestiniens qui, très tôt, ont parlé espagnol, russe, allemand, anglais, français, et italien. Toutes ces missions étaient là. Mais ça n'est pas tout. Il y a une obsession culturelle. Vous savez, tout le monde, quand vous parlez des Palestiniens, vous dira, c'est l'élite culturelle arabe. Mais personne ne dira en quoi.
En quoi c'est l'élite culturelle arabe? Et tout le monde entend ces mots comme une forme de compétition, hein, qui a plus de savoir. C'est une obsession réelle. Et on me dit toujours, arrête de parler d'obsession, c'est pathologique. Ça n'est pas une pathologie, c'est une obsession formidable. وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لغرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لغرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل نيرون مات ولم تمت روما نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل بعينيها تقاتل بعينيها تقاتل بعينيها تقاتل وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل ستملأ الوادي سنابل ستملأ الوادي سنابل ستملأ الوادي سنابل وحبوب Merci d'avoir écouté la chanteuse Joubran Kamilia. Joubran Kamilia est née et a été élevée dans une famille de musiciens de Galilée. Cette chanteuse palestinienne et joueuse de qanun a contribué de façon significative au paysage sonore de la Palestine contemporaine.
Les paroles du morceau que vous venez d'entendre et qui s'intitule On Man, enfin c'est-à-dire sur l'homme, ces paroles sont du célèbre poète palestinien Mahmoud Darwish. Joubran Kamilia chante pour les prisonniers palestiniens, et voici grosso modo ce qu'elle dit. « Ô toi dont les yeux et les pommes sont en sang, la nuit sera bientôt finie, ni la salle d'interrogatoire ni les chaînes ne vont durer. » Joubran Kamilia fait partie de la culture palestinienne contemporaine et elle nous ramène au début de notre émission sur l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde », exposition qui s'est tenue en 2023 à l'Institut du monde arabe de Paris. L'écrivain Elias Sambar, commissaire de cette exposition, dialogue avec Sonia Demiller sur France Inter. Je précise que Elias Sambar, que vous êtes né en Palestine, que vous avez étudié au Liban, que vous avez enseigné en France, en Angleterre, aux États-Unis, que vous avez publié plusieurs ouvrages sur la photographie. Ce dialogue entre les photos de la fin du 19e, du début du 20e et les photos d'aujourd'hui est absolument passionnant. Et ces textes que vous produisez sur le danger d'un âge d'or palestinien, le danger d'un passé idéalisé, le danger de ces polychromes magnifiques, de ces paysages d'antan et de la nostalgie qui va avec. J'ai toujours eu une grande méfiance vis-à-vis des origines pures et magnifiques. Sans blague. Et j'ai toujours eu la conviction, et je peux montrer en quoi elle est fondée, sur le fait que toutes ces idées des origines fait le lit des dictatures et de l'exclusion. Cette recherche d'une pureté originelle qui n'a jamais existé pour personne, et qui est toujours brandie comme la justification pour nettoyer dans le temps présent, pour retrouver soi-disant un état antérieur qui était idyllique. C'est ça, une archéologie dévoyée, écrivez-vous. Et si on ramène cette question-là, qui est pour le coup universelle, absolument, qui est mondiale, hein, absolument. Si on la ramène à l'histoire de la Palestine, on voit bien aussi dans quoi cela peut entraîner les Juifs et dans quoi cela peut entraîner les Arabes, c'est-à-dire les Palestiniens. Nous étions là avant. Il y a cette folie de l'antériorité qui n'est pas simplement une quête archéologique. D'ailleurs, le pays a toujours été pluriel, hein, même au temps les plus reculés. Il n'y a jamais eu une seule couleur dans ce pays. Mais c'est surtout le fait qu'en se fondant sur de pseudo-antériorités, arrive un deuxième postulat, puisque j'étais là avant toi, c'est que tu n'as pas le droit d'être là aujourd'hui. Et donc ça justifie un peu l'expulsion. Mais ce qui est très important dans le cas de la Palestine, c'est que nous sommes dans une situation, et c'est le propre de cette terre sainte, y compris pour des gens qui sont palestiniens et pas croyants, hein, ça existe aussi. Ouais. Donc c'est pas une question de théologie, de dogme religieux, c'est une question de nature plurielle d'un lieu. Ce lieu ne peut pas exister s'il n'est pas pluriel. La terre restera là, mais s'il devient monochrome, cette Palestine que nous connaissons depuis des siècles disparaîtra. Il y aura toujours un lieu qui s'appellera Palestine ou Israël ou ce que vous voulez. Mais c'est d'autant plus complexe, Elias Sambar, de vouloir montrer une Palestine d'aujourd'hui, une Palestine plurielle, une Palestine vivante, et non pas une Palestine enquistée dans son passé idéalisé, que la Palestine est une terre sainte. Et ça, c'est un poids très lourd à porter. Et vous le dites bien, il suffit pas d'avoir, comme en France ou au Portugal, des lieux saints pour être décrété terre sainte. Il faut que l'intégralité de la terre soit sainte, qu'elle soit le dépositaire des trois monothéismes. C'est le seul lieu au monde. C'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter, mais ça peut être une formidable passerelle de dépassement de soi. Si vous comprenez bien que vous êtes, quelle que soit votre religion, ou même si vous n'en avez pas, mais que vous relevez d'une pluralité, non pas d'une chose monolithique, à ce moment vous êtes dans une ère culturelle magnifique, d'ouverture, une renaissance, la renaissance au plein sens du terme. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu. Vous savez, ce projet de musée, Lang me le demande depuis des années. Quand est-ce qu'on va faire un événement sur la Palestine? Mais je dois lui reconnaître. Moi, j'étais noyé et je continue dans le conflit.
Oui. Mais c'est vrai qu'il a cette obsession que lui a eue d'aborder maintenant cette sphère de la culture, le fait d'avoir mis à disposition 4 espaces de l'Institut du monde arabe, les équipes culturelles, toute l'équipe du musée, sans lesquelles on n'aurait pas pu réaliser ce travail, m'a permis maintenant d'aller sur 4 territoires que d'habitude, que je connais, dont je peux parler, mais que je n'ai jamais pu montrer. Et quand on me dit c'est quoi ce titre, ce que la Palestine apporte, je dis mais venez voir. Je peux vous en parler, mais venez voir que j'apporte. Venez voir. Venez voir. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de passer par Paris, je précise que la revue très épaisse dont je viens de parler, avec des contributions d'intellectuels du monde entier, des Français, des Américains, des Palestiniens, etc. Cette revue s'appelle Araborama et qu'elle est coéditée par l'IMA et par Le Seuil. Voilà, vous savez ce qui est intéressant dans cette revue, puisqu'on parlait de pluriculturel, il y a beaucoup de textes contradictoires dans la revue. Absolument. Absolument. Donc, le sommaire n'est pas monolithique non plus. Oh que non. Et ça, c'est très très bien. C'est ça nous change de ces discours absolus et qui sont en train d'empoisonner le monde. Hein. Cette histoire de pureté, de cohésion factice, de tribus. À qui le dites-vous? Nos hommes politiques vont se prosterner devant le Mont Saint-Michel à la recherche de la France des cathédrales. Allez, il est 9h20, vous écoutez France Inter, Elias Sambar est mon invité. On va partir avec vous à la rencontre d'un très grand écrivain français. Ouais. Et elle expose une partie de la collection du futur musée national. Très peu, 20%, la collection devient énorme, comme je vous le disais, et elle est en vis-à-vis, c'est un principe qui est permanent dans toutes les salles, en vis-à-vis avec des éléments de la collection de l'Institut du monde arabe qui portent sur la Palestine. Donc on est tout le temps dans l'idée du rapport. Deuxième salle. Le deuxième salle est consacré au poème, et à la poésie à sa place, mais plutôt que de montrer des couvertures de recueils, comme on fait d'habitude, ou des manuscrits, je projette un récital de Mahmoud Darwish qui déclame un poème épique. Mahmoud Darwish, c'est un immense poète palestinien qui est mort il y a quelques années, que vous avez traduit en français. Un immense... Et le poème en question, il fait presque 60 pages. Le poème est un poème épique et nous projetons la déclamation de Darwish intégrale. Il est en état second. Nous sommes à quelques semaines après le massacre de Sabra et Shatila. Et là encore, je vous parlais des rapports. C'est le massacre des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Et ce poème résonne en écho avec le texte dont nous allons parler de Jean Genet, 4 heures à Shatila, sur le même drame. Et là, on est en présence d'une voix, c'est-à-dire la beauté de la voix du poème. Troisième espace, l'image photographique. Une Palestine fantasmée, celle de la photographie du 19e qui est complètement orientalisante. Et en face, de nouveau en vis-à-vis, l'incroyable créativité actuelle d'une jeune génération de photographes palestiniens qui font des merveilles, des photos très belles, très drôles, avec beaucoup d'autodérision. Et vous savez, c'est une forme supérieure de l'humour, l'autodérision. Et la 4e, c'est Jean Genet. Jean Genet. Politique Jean et Genet, engagement. Avant de mourir, a donné à son avocat, Roland Dumas, 2 valises. Je les ai vues, je ne m'attendais pas à ça. Elles sont toutes petites, les valises. Jean Genet avait décidé qu'il n'écrirait plus. Et puis, il a été, rattrapé par une folie, par une fièvre, par une obsession de l'écriture. Il s'est mis à gribouiller sur des petits morceaux de journaux, sur des tickets de caisse, sur n'importe quoi, sur ce qu'il... Et là, il y a quelque chose qui est né. Il y a plusieurs textes qui sont nés. On écoute l'extrait d'un texte très très important qui s'appelle 4 heures à Shatila, que vous avez publié, Elias Sambar. J'avais passé 4 heures à Shatila. Il restait dans ma mémoire environ 40 cadavres. Tous, je dis bien tous, avaient été torturés, probablement dans l'ivresse, dans les champs, les rites, l'odeur de la poudre et déjà de la charogne. Sans doute j'étais seul, je veux dire seul Européen, avec quelques vieilles femmes palestiniennes s'accrochant encore à un chiffon blanc déchiré, avec quelques jeunes fédayines sans armes. Mais si ces 5 ou 6 êtres humains n'avaient pas été là, et que j'ai découvert cette ville abattue, les Palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou. Où l'ai-je été ?
Alors, ce n'est pas la voix de Jean Genet, hein, c'est une lecture d'un acteur qui s'appelle Michel Hermont. Jean Genet, c'est un grand dramaturge, un grand romancier français, auteur de Notre-Dame des Fleurs, auteur Les Bonnes, par exemple, cette pièce de théâtre célèbre. Jean Genet rencontre la cause palestinienne quand et comment, Elias Samba? Jean Genet rencontre la cause palestinienne par une relation exceptionnelle avec une femme, qui est une femme exceptionnelle, qui est Leila Chaïd. Et Leila faisait partie de la rédaction de la revue palestinienne que j'animais à l'époque. Et Leila Chaïd est palestinienne aussi. Et Leila, elle a été ensuite une très grande diplomate palestinienne. Et il y a une relation magnifique qui a fait que... il y avait une relation vis-à-vis de la Palestine chez Genet, mais là, elle a été concrétisée dans cette relation, et là, elle l'a accompagnée jusqu'à sa mort. Et ce qui est très beau dans cet espace de Genet, vous avez d'une part l'immense écrivain, et ça, c'est pas la Palestine qui a fait de Genet l'immense écrivain, mais vous avez également avec cet immense, un autre volet de cet homme, qui est une indéfectible amitié. Et cette indéfectible amitié se résume en quelques mots. À sa mort, Albert Dichy, qui est le commissaire de l'espace Genet, m'avait envoyé un papier déchiré dans un petit carnet à ressort, comme on les élève dans les écoles, sur lequel Jean avait écrit, je reconnaissais son écriture, « On me dit que j'aide les Palestiniens, quelle sottise, ils m'ont aidé à vivre. » Et il y a un autre passage où cet homme qui était... Rimbaud était très important aussi dans sa tête, c'est-à-dire cet éternel vagabond, dit que quand d'où les valises, hein, il n'avait pas de lieu, Jean Genet. Quand il arrive en janvier 71 à Amman, c'est son premier séjour avec les Palestiniens dans les camps de réfugiés. Ils disent, en substance, je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis immédiatement senti chez moi. Ouais. Alors c'est ce chez moi qui a été une chose très très forte dans la relation. Et d'ailleurs il me disait souvent, tu sais, quand vous aurez un État, que vous serez un peuple normand, vous ne m'intéresserez plus. C'était un lieu de lutte, c'était un lieu de résistance. C'est surtout un lieu qui est hors du temps. Ouais. Et je pense que toute sa vie, il a essayé d'aller vers ce lieu, et tout d'un coup il l'a trouvé avec un lieu anonyme, parce que, anonyme pas pour nous, mais personne ne savait qui était Jean Genet. Hein. Moi je me souviens, il l'appelait le vieux qui dort très tôt, parce qu'il dormait toujours très très tôt. Il n'a jamais été abordé comme un immense écrivain qu'il est. Et ce qui est très beau, ce qui est le plus émouvant dans cette histoire, et là on va voir énormément d'éléments, de documents, de manuscrits, c'est que c'est la Palestine, non pas qui fait de lui un écrivain, mais qui le sort de son long silence d'écriture. C'est ça, il avait promis qu'il n'écrirait plus, et puis ça l'a rattrapé. Et ça se déclenche là, dans une tragédie, et elle fait écho au très beau poème de Darwish qui s'appelle « Éloge de l'ombre haute ». Et les deux sont secoués, mais bouleversés par la même tragédie. قولوا لها ولادك بالشيخ جراح وإن سألت غزة على نهارها قولوا لها ما ضل إلا انزاح إن سألت القدس على ولادها قولوا أولادك بالشيخ جراح إن سألت غزة على نهارها قولوا لها ما ضل إلا انزاح
ولادك فايقين بقلوب مفتوحة وبضي العينين. لا تنامي يما ولادك فايقين بقلوب مفتوحة وبضي العينين. لا تخافي يما ولادك ترجعين. حنين أسرار وحب حنين عزيمة أرض حنين أسرار وحب حنين عزيمة أرض وبلد وبنت وولد حنين جوري وريحان عالكوك فل وياسمين. فرحة وطرحة وفساتين والعرس اللي جاي حنين والبيت اللي باقي حمين حمين. لا تنامي يما ولادك فايقين بقلوب مفتوحة وبضي العينين. لا خافي يما ولادك راجعين. راجعين نعمر البلاد راجعين نفتح الابواب راجعين نعمر البلاد راجعين نفتح الابواب. نزرع نبني ونغني حيفا بعكا ولد وبنابل سيافة وجنين. فرحة وطرحة وفساتين والعرس اللي جاي حنين للبيت اللي باقي راجعين راجعين. Vous venez d'entendre encore une voix féminine qui chante la Palestine. C'est la voix de Nahi Barghouti. Nahi Barghouti chantait Rajen, qui signifie « Nous retournons ». Cette chanson est dédiée à tous les Palestiniens qui ont vécu la Nakba, la catastrophe, l'exode, la dépossession du peuple palestinien en 1948. Vous avez entendu auparavant l'entretien de l'écrivain Elias Sambar, commissaire de l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde ». Il s'entretenait avec Sonia De Villers sur France Inter. Mais il ne faut pas oublier que cette exposition est l'aboutissement du travail de l'artiste niçois et français Ernest Pignon-Ernest, qui, associé à Leila Chaïd et Elias Sambar, a réussi à imposer ce projet de musée d'art contemporain pour la Palestine. Ernest Pignon-Ernest, pionnier du street art, artisan aussi d'un beau projet, un musée d'art moderne et contemporain pour la Palestine. À l'origine de cette idée, son travail en 2009 dans les territoires sur le poète palestinien Mahmoud Darwish. J'ai essayé de faire une image de lui et que j'ai collé comme un parcours à travers la Palestine. Quand j'ai collé dans Naplouse, les gens dans la rue, quand ils ont vu que c'était Darwish et que tout le monde le connaît, ils ont applaudi. Je collais en même temps des poèmes. Moi, je mettais que quelques vers et eux, ils continuaient le poème. Les gens dans la rue, presque tout le monde avait l'air de le connaître et ils disaient le poème que je collais. C'était bouleversant, vraiment bouleversant. Il veut alors créer un musée comme le musée de l'exil qu'il a initié dans les années 80 pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud. Son amitié avec l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO accélère le projet. C'est un musée national d'art moderne qui vise à rassembler une chaîne d'artistes qui disent à un moment « Nous sommes solidaires de votre combat pour gagner votre liberté ». Et je suis convaincu qu'une des charges de l'État est de mettre à disposition de ses citoyens de la beauté. Et je pense que dans notre situation en Palestine, nous manquons de cela. La collection, essentiellement constituée de dons, compte aujourd'hui plus de 400 œuvres conservées pour l'instant à l'Institut du monde arabe. Là, c'est Julio Leparc. C'est le Grand Prix de la Biennale de Venise, grand artiste argentin. Et là-bas, Hervé Télémac, grand peintre haïtien. Ça serait bien qu'on fasse un salut à Velikovic. C'est un des premiers qui s'est engagé dans ce projet. Et ça, c'est la première œuvre qu'il nous avait offerte. Sa presque dernière exposition, il est mort l'année dernière, il avait dédié
à mon pays qui n'existe plus, la Yougoslavie. Et là, il est dans une exposition pour un pays que des gens voudraient nier. De l'abstraction avec Lost et Petit au mouvement support-surface avec Viala, en passant par la figuration narrative avec Fromanger et Télémaque, ou la figuration libre avec Di Rosa et Boiron. La photographie n'est pas en reste avec Cartier-Bresson, Doisneau, Martine Franck et plus récemment Cordès, tout comme la bande dessinée représentée par Tardy, Fernandez ou Titouan Lamazou. Mais la valeur de cette exposition est aussi celle d'un juste combat pour la liberté et l'accès à l'art du peuple palestinien. Nous sommes là dans la salle du sous-sol de l'Institut du monde arabe qui a très généreusement et avec beaucoup de finesse accueilli les plus de 100 toiles que Ernest Pignon-Ernest et Elias Sambar ont réuni ensemble depuis un certain nombre d'années pour constituer le noyau de ce qui va devenir un jour, nous l'espérons, la collection permanente du Musée d'Art moderne. Ernest Pignon-Ernest qui avait déjà fait cette action extraordinaire de solidarité lorsque l'Afrique du Sud était en pleine lutte contre l'apartheid, lorsque les Chiliens ont été expulsés de chez eux parce qu'il y a eu un coup d'État militaire. Et il avait à 2 reprises aidé des artistes qui voulaient manifester leur solidarité en envoyant des œuvres que lui-même a pris en Afrique du Sud, a offert à Mandela lorsqu'il a été libéré, et pareil au Chili. Et aujourd'hui, avec l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar, il récidive. C'est une initiative orientée et animée par le souci de donner à un peuple qui vit au niveau quotidien un véritable cauchemar, un accès à des choses belles, tout simplement. Et c'est surtout un geste qui est un pari sur le fait que la vie sera plus forte au bout du compte, et que ce pays sera libre, et que les enfants pourront venir dans ces musées et enfin pouvoir découvrir ce qui se fait chez eux et ailleurs. Car cette collection, bien sûr, aujourd'hui, elle est faite d'œuvres d'artistes travaillant en France, pas tous français, mais ça y est, nous avons lancé l'appel maintenant, nous avons élargi l'appel, et bientôt, j'espère, elle va présenter des œuvres de toute la planète qui diront la solidarité entre les gens et le souci de parier sur la beauté plutôt que sur la laideur. Et l'occupation est une chose très laide. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement irréel, irréaliste, vu quand vous regardez un peu la situation quotidienne, et sur le terrain, et dans le monde, de se dire, mais ils sont un peu fous de parier sur cela. Eh bien non, nous ne sommes pas fous du tout. Je crois que c'est le véritable enjeu, et je crois que nous allons le porter jusqu'au bout. Voilà. Alors Ernest Pignon-Ernest, qu'est-ce qui vous rend fier de cette collection ? Déjà maintenant, alors qu'on n'en est qu'au début, elle va témoigner de toutes les questions qui se sont posées dans les arts plastiques depuis ces 40 dernières années. C'est vraiment des œuvres pour un musée. C'est vraiment témoigne d'une grande diversité, de sensibilité, de recherche. Voilà, vraiment. Et alors, est-ce que le voisinage de grands artistes appelle d'autres grands artistes ? Une collection, on a l'impression que plus elle est riche, plus elle va le devenir. C'est bien probable. C'est-à-dire que le problème, quand on a l'habitude d'œuvrer dans des trucs militants comme ça, des fois on sent qu'il y a des réserves parce que c'est vrai qu'on est sollicité toutes les semaines. Hein. Je veux dire que depuis le début de l'année, si je fais la liste, depuis le droit au logement, le secours populaire, voilà. Alors les artistes, des fois, ont un peu de réserve, ils se demandent dans quel contexte ils vont être. Là, si on leur dit qu'il y a Roule le parc à l'entrée, qu'il y a Velikovic, qu'il y a le gars, qu'il y a des pointures, du coup, ça les conforte. Il y en a d'ailleurs, je pense, qui vont nous donner des choses maintenant, parce qu'ils auront vu que l'expo tient le coup. Là, l'exposition est prolongée pendant encore un mois à l'Institut du monde arabe. Quelle est sa prochaine destination ? Le projet, c'est qu'il vient de se bâtir un musée à Birseit, à côté de Ramallah. Et on va prêter les œuvres pour l'inauguration de ce musée. D'ailleurs, il y avait le directeur qui était là parmi nous, là. Et on va prêter les œuvres. Elles reviendront, hein, c'est pas parce que l'objectif, c'est qu'un jour, le musée soit dans la capitale, c'est-à-dire dans Jérusalem-Est,
vraiment. Donc le prochain voyage, c'est à Ramallah. Pourquoi elles ne partent pas tout de suite, ces 100 œuvres? Parce qu'on n'a aucune garantie qu'elles ne vont pas être confisquées à un barrage de l'armée militaire ou à une confiscation. Vous savez, les Israéliens, depuis 50 ans qu'ils occupent la Palestine, font ce qu'ils veulent avec tout, avec les hommes, les femmes, les familles, mais aussi avec les œuvres d'art, avec les puits d'eau, avec tout. Et donc, il n'y a aucune garantie, malheureusement. Donc, mais ce qui est important, c'est que les jeunes Palestiniens qui n'ont pas la possibilité de quitter les territoires occupés, d'aller visiter des musées, premièrement, prennent connaissance de l'histoire de l'art en France, en Europe, et surtout sachent qu'il y a des artistes en Europe qui pensent à eux, qui croient dans leur avenir et qui leur envoient à travers leur œuvre une forme de soutien réel que uniquement des artistes peuvent faire puisque c'est leur art qu'ils donnent. Et je pense que cette tradition venant d'autres actions comme celle-là en Afrique du Sud et au Chili, montre combien c'est aussi un acte universel de résistance culturelle pour le droit de tous les peuples à l'art, à la connaissance de l'art et à l'union un peu de toutes ces cultures, quoi qu'elles représentent. Alors, nous avons eu, il y a plus de 40 ans, un ambassadeur qui a été malheureusement assassiné à Paris, qui s'appelait Ezzeddine Kalak, qui était un grand ami de Mahmoud Darwish que Ernest a joliment peint ici à Ramallah, qui avait essayé de faire la même chose, qui avait réuni des grands artistes. Malheureusement, cette collection a été détruite dans les bombardements israéliens de Beyrouth. Et vous voyez, on recommence de nouveau et on continuera à recommencer jusqu'à la Palestine ait le droit à son propre musée et à ce que les Palestiniens aient le droit de voir tous leurs amis artistes du monde leur monter leurs œuvres.
Merci d'écouter l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors vous venez d'entendre un morceau de musique de jazz chanté par la palestinienne Nahi Barghouti. Nahi Barghouti s'est produite dans de nombreux pays et a exploré la relation entre le tarab, qui est le chant classique arabe, et le jazz. Et elle l'a fait au Conservatoire d'Amsterdam. Alors revenons à notre sujet. Depuis le 7 octobre 2023, le conflit israélo-palestinien s'est de nouveau enflammé. Pour se venger d'une attaque du Hamas, le Premier ministre Netanyahou a fait pleuvoir des tonnes de bombes sur la bande de Gaza. Les Palestiniens de Gaza, réduits à la famine et soumis au massacre de l'armée israélienne, n'ont aucun lieu pour se mettre à l'abri. Ils meurent donc en grand nombre, sans pouvoir fuir. Dans l'émission Air Libre de Mediapart en décembre 2023, alors que les massacres de civils palestiniens continuent à Gaza et même en Cisjordanie, Eddie Plenel a interrogé l'écrivain Elias Sambar. Nous les écoutons. Depuis le 7 octobre, depuis le massacre contre des civils israéliens commis par le Hamas et la riposte, qui est elle aussi un crime de guerre de l'État d'Israël, de destruction à Gaza, sur ce territoire palestinien qui est sous le contrôle d'Israël. Et pour en parler, nous avons invité quelqu'un que vous voyez régulièrement sur Mediapart, qui nous accompagne, qui est un ami, un complice de Mediapart, qui a été justement le commissaire de cette exposition à l'Institut du monde arabe, Elias Sambar. Elias Sambar, bienvenue et merci d'être toujours là comme une vigie libre et un esprit indépendant. Vous êtes né en 1947 à Haïfa, on dit en Palestine mandataire, c'était encore la puissance britannique qui contrôlait ce territoire. Et un an après, votre famille a dû partir, correspondant à ce que les Palestiniens appellent la Nakba, le grand exil provoqué par la création de l'État d'Israël, voté par l'ensemble de la première Assemblée générale des Nations unies. Et vous avez ensuite grandi au Liban et vous êtes venu d'abord un peu en touriste et ensuite pour faire vos études en France en 1969. Depuis cette date, vous êtes pris, happé, j'allais dire, par la cause palestinienne, qui ne se résume pas à toute votre vie, mais militant du Fatah, de l'organisation majoritaire de Yasser Arafat, membre de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, membre de son conseil national pendant très longtemps, et créateur en 1981 de la revue d'études palestiniennes, revue de référence, qui était publiée aux éditions de Minuit avec le soutien actif de Jérôme Lindon, et aussi du philosophe Gilles Deleuze, qui était un de vos amis. Et ensuite, je continue à déployer tout ce qui résume, pas votre vie, mais cet itinéraire d'engagement. Vous avez été l'un des acteurs des négociations de paix de 93 à 96, celle où on a raconté dans Mediapart qu'en 93, la paix aurait été possible, en revisitant ce moment-là. Et vous vous occupiez à ce moment-là justement d'une question très centrale, la question des réfugiés. Dans la foulée, vous êtes devenu l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Vous avez mené plusieurs batailles victorieuses, diplomatiques, pour justement dire ce qu'est la Palestine comme État, comme souveraineté dans la reconnaissance de l'État d'Israël, la position étant celle-là du Fatah et de l'OLP. Et là, donc, j'ai terminé par l'exposition. Et vous êtes par ailleurs écrivain de nombreux livres et traducteur de l'œuvre de Mahmoud Darwish, le grand poète arabe, en langue arabe du XXe siècle. Je voudrais commencer par une question toute simple. L'un de vos livres, le plus personnel peut-être, s'appelle Le bien des absents. Oui. C'est un livre sur comment, au fond, la Palestine a été effacée dans l'exil et comment, quelque part, la résistance, comme incarnée par Yasser Arafat, vous le dites souvent, lui a rendu son nom. Comment vous regardez ce qui se passe sous nos yeux, qui peut être vu comme une volonté de faire disparaître à nouveau cette Palestine comme réalité politique, comme destruction de cette réalité politique? C'est une destruction très très particulière.
Vous savez que je suis quasiment heure par heure, comme beaucoup, ce qui se passe à Gaza. Et je suis extrêmement impressionné et bouleversé par la ressemblance, l'écho que je trouve aujourd'hui avec les massacres des réserves indiennes. J'ai le sentiment que je suis revenu à des textes pour voir un peu le déroulement de la fameuse bataille de Wounded Knee, qui est une des dernières, un des derniers épisodes de ce que les Américains appellent leurs guerres indiennes, qui sont quasiment à la fin du 19e siècle. Et je trouve qu'on traite Gaza comme une réserve indienne. Une réserve indienne qui est quand même représentative d'une portion ou d'un peuple sur une portion de son territoire, qui est Gaza. L'idée, à travers ce parallèle, qui est limité, mais quand même le parallèle est très très présent dans la façon dont on voit ces êtres humains, dont on les traite et dont on contemple dont on voudrait les annihiler. Hein. Physiquement, il y a une vertu d'annihilation. Je ne vais pas entrer dans les catégories. Est-ce un génocide? C'est un massacre, tout simplement. Et c'est des crimes de guerre. Mais ce qui est très important, c'est là, la mort devrait servir à fabriquer de l'absence. Et nous, quand on nous a mis à la porte en 1948, nous devions devenir des absents, d'ailleurs jusqu'au point qu'à un moment donné, Israël a créé des catégories juridiques, qui étaient l'absent-présent pour désigner les Palestiniens qui s'infiltraient pour revenir en Palestine, ou bien les présents-absents, et ainsi de suite. Il y a eu tout un jeu de catégories juridiques autour du thème de l'absence. Dans cette absence, il y a une invisibilité qui est portée. C'est pour cela que ce qui nous arrive en 1948 n'est pas une occupation, c'est une disparition. Et c'est une disparition à travers un procédé très simple. Si vous voulez échapper, vous partez, vous avez la vie sauve. Si vous ne partez pas, vous mourrez, et c'est là que viennent un certain nombre de massacres. On parle beaucoup de Déracine, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qui ponctuent l'expulsion. Si vous avez compris, il y a une route sûre, toujours, il y a des annonces, vous avez jusqu'à la frontière, il y a telle route qui est sûre, vous arriverez là-bas, vous aurez la vie sauve. Donc, c'est partez ou vous mourrez. D'ailleurs, c'est le point, et il faut le dire toujours, le point fondamental qui fait qu'on ne peut pas faire des comparaisons entre le sort des Juifs sous les nazis et les Palestiniens. Les Juifs sous les nazis devaient disparaître où qu'ils aillent. C'est pas du tout la même chose. Nous, on nous disait, si tu pars, tu as la vie sauve. Si tu pars, tu as la vie sauve, mais en partant, tu vas perdre ton nom. Et une fois que tu auras perdu ton nom, et là va arriver, les Palestiniens n'existent pas, ils n'ont jamais existé, va arriver le fait d'une invisibilité. Car quand vous enlevez à quelqu'un son nom, il n'existe plus. Si on revient sur un texte quand même fondateur, qui est le texte de la Genèse, Dieu crée l'univers en le nommant. Il vit que c'était les océans, et ça existe quand vous nommez. Donc, nous sommes dans une situation de disparition, et nous sommes en train d'assister à une sorte de répétition, et qui ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas répéter deux fois ce même type de processus. Mais avec une répétition pour se dire, bon, ils ont commis une horreur, nous sommes traumatisés par ce qui s'est passé, nous, Israéliens, nous avons ressenti à quel point nous étions menacés dans notre existence. C'est une constante dans la société israélienne. Et là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose d'existentiel, le 7 octobre, de menaces existentielles, et ils ripostent, ou en tout cas font payer le prix à la population avec des crimes de guerre toutes les quelques minutes, mais au bout du compte, il y a une tentation qui revient, qui n'est pas dite, qui est peut-être qu'après ce malheur qui nous frappe, et les malheurs dont nous les frappons, ils vont pour une fois disparaître, sortir de notre vue. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire vous devez partir, qu'on ne vous voit plus. Et ça apparaît après quand même, cette envie qui est récurrente, et revient après quand même 75 ans d'existence de l'État d'Israël, où ils ont eu le temps de réaliser qu'on n'était pas très facile à faire partir. Mais justement, pour complexifier, c'est vraiment le but de cette dernière émission de l'année, c'est de revisiter ça, et puis de pas être parce que le piège, quand il y a des moments comme ça, c'est ce piège du présentisme, où le présent nous aveugle et est omniprésent, et d'essayer d'aller en profondeur et en subtilité. Se déplacer, c'est aussi, vous disiez, les 75 ans,
voir du côté d'Israël. Vous disiez, soit vous partez et vous avez la vie sauve, soit vous la perdez. Non, il y a eu un troisième fait, et qui est d'ailleurs au cœur des débats terribles qui peuvent traverser potentiellement la société israélienne, c'est qu'il y a des Palestiniens israéliens. Des Palestiniens qui... Et pourquoi j'y insiste? Parce que, y compris dans nos débats ici en Europe, comment expliquez-vous que soit si peu vu par ceux qui se sont surtout engouffrés dans une sorte de soutien inconditionnel? Le soutien conditionnel, quelle que soit la cause, est une perdition, c'est un aveuglement. On peut soutenir, mais on juge sur pièce. Qu'ils ne voient pas ce qui se joue au cœur de la société israélienne et qu'incarne Netanyahou. Avec ses alliés d'extrême droite, l'origine ne protège de rien. Il y a des suprémacistes juifs qui sont racistes, qui appellent, ils n'ont aucun problème à imaginer une totale disparition et destruction des Palestiniens. Et donc, je dis ça parce que, au fond, il y a une particularité. Vous vous souvenez qu'au moment de la création de l'État d'Israël, dans le mouvement sioniste, il y a des débats. Hannah Arendt critique Ben Gourion sur justement, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de véritable citoyenneté. Là, nous avons une guerre qui est menée politiquement par des gens, dans un État très militarisé, qui ont une vision ethnique de la nation, qui ont fait rentrer ça dans la loi fondamentale, et qui donc ont créé une idéologie, où si on parle de la République française ou des idéaux démocratiques, on ne peut pas accepter cette idéologie-là, qui est une idéologie de l'unicité, hein, du refus de la pluralité. Alors, comment c'est une des particularités du moment qu'on vit. Oui, il y a énormément d'éléments dans ce que vous venez de dire, et je vais passer très très vite sur certains parce que je pense qu'ils éclairent. Ces Palestiniens qui sont pas partis étaient 150 000 en 1948, et ils ne sont pas partis faute de temps pour les expulser. Il n'y avait pas le désir de les garder, mais on n'a pas eu le temps d'eux. Et d'ailleurs, dernièrement, un des slogans qui était revenu chez les colons et chez les continuateurs de cette tendance à l'expulsion, qui était « Nous devons achever ce que Ben Gourion n'a pas terminé ». Il y a pas très longtemps, dans le cadre d'ailleurs de l'exposition dont vous avez parlé, nous avions avec nous, venu d'Israël, un député palestinien de la Knesset. Et la première question que je lui ai posée, c'est une très vieille connaissance, c'est un monsieur formidable qui a été un peu le chef du groupe des députés palestiniens à la Knesset, qui s'appelle Ayman Aoudi. Je lui ai dit, mais quelle est l'atmosphère aujourd'hui chez les gens, les Palestiniens, qui portent la nationalité israélienne, mais qui sont palestiniens? Il m'a dit, c'est la panique et l'angoisse. Est-ce qu'ils vont nous refaire un 48 ? Donc l'histoire de la Nakba revient en permanence comme une sorte de menace, et le discours des colons actuels ne fait que la renforcer. Cela dit, par rapport à la structure israélienne, c'est sûr qu'il y a un facteur qu'on ne prend. Cette histoire n'a pas 2 ans, n'a pas 3 ans. Dans le cours des années qui se sont écoulées, il y a une entité qui est née, qui est israélienne. Il y a un personnage qui est né, l'Israélien. L'Israélien est de religion juive, mais il ne faut absolument pas penser que tous les Juifs sont israéliens. Or, l'Europe, dans son appui, il limite et aveugle, fait souvent cette confusion. Parce que souvent, je parle à des gens sur un peu les horreurs qu'on entend, ainsi de suite. Ils me répondent comme si le citoyen israélien de base, c'est Freud, ou Walter Benjamin, ou Hannah Arendt. Je dis, mais ils sont de religion juive, mais c'est pas les Juifs. Il y a des gens une histoire diasporique, voilà, qui n'est pas l'histoire de l'État-nation. Voilà. Ouais. Donc il y a eu cette production, qui est une production réelle. Et c'est une production qui, malgré tout, a commencé à développer au fil des années des courants qui disaient, bon, peut-être qu'on devrait recommencer à penser en termes de bon voisinage. Donc la paix comme un voisinage paisible qui pourrait déboucher sur quelque chose d'encore supérieur à la paix, à mon avis, qui est le concept de réconciliation. La paix n'est pas une réconciliation. La paix est un pas vers la réconciliation, car la paix veut être juste le fruit d'un traité, un papier. Mais arriver à la réconciliation, c'est la forme supérieure c'est ça, la paix, c'est être réconcilié.
Donc, il y a eu cette tendance. On a été à des négociations, on a fait beaucoup de contacts, on a fait des contacts secrets et clandestins au début, ensuite publics. Mais il y a eu également, à côté de ce vecteur, qui n'était pas un vecteur qui essayait de nous rouler ou de nous tromper, mais il y a eu quand même un vecteur très très important, qui est le fait qu'il faut coûte que coûte que ces débats, ces négociations n'aboutissent pas un État près d'un autre. C'était clair, donc, là, cette idée des deux États voisins en attendant d'aller encore mieux. Et c'est vrai que ce courant l'a emporté. C'est ce courant qui a bien travaillé pour que l'OLP, qui était pas... L'OLP n'est pas une organisation laïque, au sens où on l'entend en France. L'OLP est un territoire pluriel, dans lequel toutes les formations palestiniennes, de toute obédience, de toute idéologie, pouvaient se retrouver dans la mesure où elles étaient réunies dans un but commun qui est un but de souveraineté nationale libre et indépendante. Et cette pluralité-là a créé une forme de pratique extrêmement ouverte, c'est-à-dire qui permettait à des organisations qui avaient des idéologies très diverses de ne pas se combattre. Quand même, c'est une donne qu'on ne voit pas assez, jusqu'à très récemment. Dans le mouvement de libération palestinienne, contrairement à beaucoup de mouvements de libération, nous n'avons pas eu de guerre civile. Et Arafat a été le garant. On va y revenir, sauf quand le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Voilà, c'est ce que je dis jusqu'à une période récente. A été le garant précisément de c'est un territoire pluriel. Et dans cette pluralité, donc, sont arrivés à un moment donné le fait qu'il y avait des athées, des laïcs, des frères musulmans, des communistes. Moi, je me souviens quand j'ai intégré le Fatah, j'appartenais à un courant qu'on appelait le courant des Vietnamiens, c'est-à-dire qui, à l'image un peu de la guérilla vietnamienne, ne voulait être ni chinois ni russe. Et donc, il y a eu tout cela. Et tout cela a fait que nous avons porté le fait de sortir de la disparition, c'est-à-dire l'obsession de toute cette période, c'est de ramener notre nom. Nous avons toujours été très très conscients que le fait qu'on avait dit « il n'existe pas » était la clé pour recommencer à être visible. Une fois que vous êtes visible, on vous dit « qu'est-ce que tu as à dire ?» ضرب الخناجر
Nahi Barghouti a chanté une chanson intitulée « Maman, chante dans le vent ». Une chanson qui a été composée au mois d'octobre 2023, quand le calvaire des Palestiniens de Gaza avait déjà commencé. Alors sur son clip que l'on peut voir sur YouTube, la chanson est accompagnée d'images dramatiques de la souffrance du peuple à Gaza. Et nous reprenons maintenant l'entretien avec Elias Sambar, écrivain palestinien. Il est interrogé par Eddie Plenel dans l'émission Air Libre diffusée sur Mediapart en décembre 2023. Vous savez, quand les historiens israéliens ont commencé à parler de 1948, et ça a coïncidé d'ailleurs avec la fin de la guerre, c'est assez intéressant, avec la fin de la guerre du Vietnam. Et on nous disait, écoutez, regardez, il y a des historiens israéliens, ils sont venus, ils ont raconté. Une forme d'épuration ethnique, c'est le... Pourquoi vous n'avez rien dit? Nous avons dit, mais nous n'avons pas arrêté de parler. Mais vous étiez, parce que comme nous étions invisibles, vous étiez sourds. Vous ne vouliez pas entendre. Mais, la surdité. Vous voyez, dans les événements, au-delà des événements tragiques, il y a eu un événement politique qu'il faut souligner. Et je voulais vous interroger, vous qui les avez en plus fréquentés pendant les négociations, sur la position des États-Unis d'Amérique. Comme vous l'avez vu, Netanyahou, de manière très claire, a dit, au fond, son but de guerre, en disant, mais en fait, j'ai menti à tout le monde, il ne l'a pas dit comme ça, je n'ai jamais voulu un État palestinien, et en fait, j'ai tout fait en aidant le Hamas, parce que c'est ce qu'il a fait, en faisant les accords avec le Qatar et en faisant que les officiers israéliens accompagnent les financiers du Qatar pour le Hamas. Donc c'est comme, d'une certaine manière, la créature qu'il avait soutenue contre l'OLP se retourne contre lui, du coup il veut la détruire. Mais surtout il dit, en fait, mon objectif, dit-il à ses soutiens, a toujours été d'empêcher qu'existe cet État palestinien, contrairement à toutes les déclarations officielles, on va, etc. Donc, en fait, son but de guerre, c'est d'empêcher l'existence de ce que, justement, ce pourquoi vous avez combattu. Comment expliquez-vous ce qui peut paraître pour un observateur, voilà, tout simple, qui lit la presse, comme une immense naïveté américaine? Joe Biden a été le vice-président d'Obama, il a vu les pratiques très de bandits, pourrait-on dire, de banditisme politique de Netanyahou dans plein de domaines, et on a l'impression qu'il découvre tout d'un coup que ceux qu'il soutient, parce que ça n'existe pas sans le soutien financier, militaire, de munitions, d'armes des États-Unis, finalement les mène en bateau, voire les trahit. Comment cette immense faiblesse de l'immense puissance américaine? J'ai toujours pensé, d'ailleurs nous avions fait une fois une émission sur une chaîne, quand vous étiez... Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et je pense que c'est un empire incroyablement insulaire. L'empire américain. Oui. Et qui a une méconnaissance du monde, mais difficile à croire. Parce que, oui, moi-même, j'ai du mal à vous croire. J'ai l'impression qu'ils connaissent plus le monde qu'une bonne partie de notre classe politique française, par exemple. Ils le connaissent en termes d'éléments du renseignement. Ils peuvent vous dire, là, il y a 14 véhicules, là il y a des canons d'inter... Mais ils ne connaissent pas les sociétés, et les sociétés ne les intéressent pas. Ce qui s'est passé avec... Vous parlez du monde politique, pas du monde universitaire américain, qui quand même les connaît. Non, mais même non, ils sont bien sûr, je ne vais pas me mettre à dos tous les secteurs de recherche des universités américaines, notamment que nos chercheurs ont des moyens qu'aucun chercheur dans le monde n'a. Et moi j'ai enseigné, je sais ce que c'est, mais c'est pas ça. Ils sont insulaires et ils ont réitéré l'histoire, et Netanyahou a réitéré l'histoire de Ben Laden. Les Américains ont quand même énormément profité de cette créature qui s'appelait Ben Laden, qui a joué un rôle important pour la chute de l'Union soviétique, notamment à travers la guerre d'Afghanistan. Il s'est retourné contre eux. Ils l'ont retrouvé dans les tours. Ils l'ont perdu de vue. Et c'est exactement le même phénomène. Et par contre, ce qui est très très troublant par rapport à cette pseudo-naïveté, ils ne sont pas naïfs du tout, elle est un peu au point de jonction de plusieurs éléments. À part cette histoire de la méconnaissance, je pense qu'elle est là, mais elle ne suffit pas à expliquer. Il y a chez les Américains une détestation profonde du droit international.
Ils n'aiment pas, je vous cite là des phrases que j'ai beaucoup entendues pendant les négociations, parce que moi, qu'est-ce que j'avais en main sinon des résolutions de l'ONU pour les droits des réfugiés, et la réponse était toujours, mais tu n'arrives pas à comprendre, nous n'aimons pas le droit international, il faut que tu comprennes. Je disais, qu'est-ce que vous aimez? Il disait, créez vos termes de référence, hein, je cite. Les termes de référence, c'est quoi? Les Israéliens vont venir à table en disant, voilà ce que nous voulons. Vous allez venir à table en disant voilà ce que nous voulons, et après, comme ça, vous négociez. Je disais, non, on ne peut pas négocier parce que le droit international me donne une forme d'illusion que je peux être à égalité à table et dans l'inégalité absolue sur le terrain. Donc, que le droit me permet de faire comme si et d'essayer d'arracher quelque chose. Vous voulez dire que la culture de l'égalité des droits au-dessus des nations, au-dessus des États, absolument, ne fait pas partie du logiciel de la puissance américaine? Je pense, même elle les encombre. Parce qu'ils sont ce qu'on appelle cette espèce de lieu commun répété à l'envie, leur pragmatisme. Leur pragmatisme, c'est le rapport de force. Et ça s'accompagne de notre postulat, est juste ce qui marche. Quels que soient les principes. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas juste. Donc il y a un rapport très particulier aux notions d'éthique. Il y a encore un troisième élément dans la position américaine. Bien sûr qu'ils voient ce qui se passe. Ils ne font pas confiance à leurs alliés arabes. Et peut-être à juste raison. Quand on discute avec eux, le seul pays qui peut assurer, au cas où l'Empire est menacé, c'est Israël. Ils ne font pas du tout confiance aux États, même s'ils disent on est pro-américain ou pas, on est les amis de Washington. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ils ne font pas confiance. Donc, ça, les Israéliens le savent. Et Netanyahou est en train d'en jouer à fond, en disant, bon, d'accord, je vous encombre, mais est-ce que vous pouvez vous passer de moi? Et si vous vous passez de moi, est-ce que vous savez les remous que vous allez avoir chez vous sur le plan de la politique, ce qu'ils appellent la politique domestique? Donc, il y a une convergence d'éléments qui font que... Et puis, il faut ajouter une chose, hein, pour les abonnés de Mediapart et les lecteurs qui nous regardent. Dans ce cas précis, aujourd'hui, il s'est passé une chose qui a rendu furieuse la Maison-Blanche. C'est la suivante. On oublie qu'à la veille de cette attaque du 7 octobre, les Américains s'apprêtaient à annoncer la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Cette attaque a gâché toute cette... Ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Oui. Les Saoudiens étaient sur le point de dire, ça y est, on va trouver quelques compensations pour la partie palestinienne et on normalise. Pour les démocrates, c'était la carte assurée de la réélection présidentielle. Et ils ont le sentiment que le Hamas, avec cette affaire d'attaque du 7, a ruiné. Le timing du Hamas, pour vous, avait une dimension géopolitique? J'en suis absolument sûr. Ni vous ni moi n'avons les moyens de vérifier, mais nous savons, en tout cas, nous avons beaucoup entendu parler de cette réunion qui s'est tenue le 2 octobre et qui a fixé la date du jour J de l'opération. Nous savons que, techniquement, vu tout ce qu'on a vu, les préparatifs se font depuis 2 ou 3 ans. Donc, ça n'est pas juste une poussée de chaleur et des types en armes qui débarquent dans des kibbutz ou sur une fête de musique. Non, il y a certainement eu une sorte de planification et une connaissance très, très, très précise de l'être israélien. Ce qui se passe, qui est horrible pour tout le monde, il y a des morts, il y a et en plus, ça n'en finit plus. Quand même, on est à plus de 70 jours de guerre. Et les Israéliens pourraient, mais peut-être qu'ils le feront. Mais aujourd'hui, ils pourraient se dire, bon, peut-être qu'on a joué faux tout le temps. Peut-être que cette histoire d'État palestinien aurait été notre sauvetage et non pas notre risque mortel. On ne l'entend pas vraiment. Peut-être que ça va venir, vu le choc qu'il y a. Donc, nous sommes dans un phénomène, enfin, une affaire qui est en cours, vraiment en cours. Et je crois qu'au sein de cette affaire se joue un bouleversement total du paysage. C'est pour ça que ce n'est pas simplement une guerre à Gaza.
Il se passe des choses beaucoup plus lourdes et qui risquent de nous faire découvrir tout d'un coup une configuration que nous ne connaissions pas, qui est nouvelle. Mais c'est un pivotage du monde, pourrait-on dire, parce que quand même, vous parliez de ces accords d'Abraham qui sont tombés, et puis du but de guerre du Hamas de se présenter en représentant de la cause palestinienne contre ses rivaux, j'allais dire. Mais on pourrait voir tout de suite ce sommet qui a eu lieu à Riyad de tous les pays arabes et de tous les pays musulmans, le président iranien qui se réconcilie avec l'Arabie Saoudite et qui est reçu avec les honneurs par MBS. Et puis continuons sur les symboles, non seulement la puissance iranienne, et on va y revenir, alors qu'il y a un peuple iranien qui se révoltait contre ce régime, et au même moment, c'est l'Arabie Saoudite qui devient le pays de l'exposition universelle du monde entier en 2030. C'est-à-dire comme si quelque chose pivotait par rapport à ce qu'est, entre guillemets, l'Occident comme réalité politique, c'est-à-dire la projection de l'Europe sur le monde dans laquelle il y a les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas nous précipiter dans les conclusions, mais sans me précipiter, je me demande... On peut faire des hypothèses de travail. Je me demande si nous ne sommes pas à la fin de cette projection de l'Occident dans le monde. Je me demande si nous ne sommes pas à la fin de la période... La fin de course. Oui, et à la fin d'une période où les États-Unis n'impressionnent plus, ne font plus peur, même à des très petits pays sans moyens. Je ne sais pas si nous ne sommes pas également je ne sais pas si nous ne sommes pas en train de revivre un retour en force de toutes les tribus qu'on pensait avoir un peu dilué avec les États-nations. Et je me demande, on va voir, je me demande surtout, et c'est moi mon principal élément de très grande inquiétude, je me demande si nous ne sommes pas en train, à la veille du constat que le système de droit né en 1945, au lendemain de la guerre, pour gérer les relations au sein du monde, n'est pas en train de se terminer. Il y a des éléments extrêmement inquiétants. Nous arrivons à un point où vous avez ce ministre hallucinant qui dit, israélien, qui dit qu'il est temps de licencier le secrétaire général de l'ONU. Ils veulent le licencier parce qu'ils demandent juste que l'aide humanitaire arrive. Il n'y a aucune déclaration de guerre onusienne du secrétaire général. Je me demande également aujourd'hui que tout le monde fait 4 jours que la résolution pour appeler à un cessez-le-feu et que des pays membres du Conseil essayent de se dire comment faire pour ne pas avoir un veto américain, peut-être une abstention. Et donc le texte est en train de discuter et j'ai su hier que l'élément qui bloque, c'est un mot, c'est l'arrêt des combats. Ils ne veulent pas trouver le mot arrêt. Ils veulent uniquement le mot de suspension des combats. Quand vous dites c'est juste suspendu, ça veut dire une fois que l'aide alimentaire sera rentrée, on va recommencer à bombarder. Il y a donc une volonté de continuer à frapper. Mais là, elle est très, pour les Américains, elle est très tributaire de ce qu'ils appellent, eux, la politique domestique. Parce qu'il y a un œil sur Israël, il y a un œil sur Trump qui est à l'affût. Et à la seconde où ils vont lâcher Israël, Trump va partir dans une campagne très très violente en disant vous trahissez le seul allié que nous avons. Et donc tout joue comme cela. Et ça, Netanyahou le sait. Netanyahou va jouer cette montre-là en essayant. Mais peut-être également qu'il va tomber. Et moi, en ce moment, mis à part ma peine, je le dis tout le temps parce que nous sommes bouleversés jour et nuit. Je suis très très inquiet par rapport à ce qui se prépare. La Palestine qu'on a connue et qui portait cette valeur magnifique, cette pluralité, mais au niveau de nos cellules, et va disparaître. Il y aura toujours un pays qui s'appellera Palestine ou Israël, ou appelez ça comme vous voulez, mais ça ne sera plus cette terre sainte qu'on a connue. Donc dans cette idée de la sainteté, on est bien sûr avec les saints et les prophètes et tout ça, mais c'est avant tout un terreau unique et d'une beauté qu'on ne peut pas imaginer. Et pourquoi on dit c'est la terre de la paix? Parce que cette pluralité peut donner la paix. La clé de la paix, c'est accepter la pluralité. C'est cela la clé de la paix. C'est pas seulement les dogmes, les anges et les saints et les prophètes. Je vais vous dire, dans mon vécu à moi, j'ai haï être face, quand j'ai été aux négociations, j'ai haï être face à une délégation israélienne. Je ne pouvais pas les voir en peinture. Parce que je me disais, voilà, tu es face aux gens qui ont fait ton malheur, qui ont fait que ton père est mort en exil en pleurant. Tu es face à eux.
je me suis fait une violence inouïe pour leur parler. Je n'allais pas en disant « Ah, ça va être formidable, on va s'aimer ». Non, non, pas du tout. Et petit à petit, j'ai compris que la paix était une affaire très violente. La différence entre la paix et la guerre, c'est pas qu'il y en a une qui est violente et pas... Les deux sont très violentes. Dans la guerre, vous dirigez votre violence contre votre adversaire. Dans la paix, vous la dirigez contre vous-même. Pour accepter de parler avec l'artisan, celui que vous pensez être l'artisan de votre malheur. Donc, ce n'est pas une affaire, c'est pas un petit voyage d'agrément, hein, les négociations, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est très violent, mais c'est une violence faite à soi. Elias Sambar, écrivain et diplomate palestinien, a eu le courage de se faire violence au moment des accords d'Oslo pour négocier avec les Israéliens. Palestiniens et Israéliens avaient en 1993, il y a déjà 30 ans, l'intention de faire la paix. Y aura-t-il bientôt des négociateurs courageux pour parler de justice et de paix en Palestine? Est-ce que les puissances occidentales et arabes auront le courage d'agir pour imposer une justice et une paix en Palestine? C'est ce que nous attendons pour arrêter le conflit israélo-palestinien qui a déjà fait beaucoup trop de morts. Merci donc à Elias Sambar et aux médias qui l'ont interrogé de nous avoir éclairés sur les enjeux et les difficultés de la paix. Et nous terminons cette émission par une autre chanson palestinienne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. لمسة من القمر وفي القمر لمسة من عينيك في عينيك لمسة من القمر وفي لمسة من عينيك أرنو إليك فترمش عيني خجلا ويرقص قلبي كصوفي يخلق الأمل أرنو إليك فترمش ويرقص قلبي كصوف يخلق الأمل لكن حين تبدو السماء بالغيوم شاحبة لكن حين تبدو السماء بالغيوم شاحبة يبعد القمر وأزداد أنا شجنا أمشي بلا طرق فأرى طيفك يعاتب الغيمة أمشي بلا طرق فأرى طيفك يعاتب الغيمة أسرح في الفضاء باحثة عن